Quand on vit dans la taïga, il y a deux règles. Ne pas poser de questions inutiles et ne pas avoir peur de la solitude. Mais un jour, j'ai dû enfreindre les deux. Je m'appelle Alex Myron. Je travaille comme garde-chasse dans la réserve de Barguzin depuis janvier 2015. 5 ans et 7 mois. Ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres qui ont donné des décennies de leur vie à cet endroit. Mais j'ai parfois l'impression d'être ici depuis toujours. Beaucoup de gens se demandent ce qui pousse une personne à quitter la civilisation pour aller dans la taïga. La plupart pensent qu'il s'agit d'une fuite, des dettes, des problèmes, des erreurs passées. Pour moi, c'était le cas. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est une fuite. Jusqu'à l'âge de 32 ans, j'ai travaillé dans la production pétrolière en Sibérie occidentale. 2 semaines dans un camp de travail, 2 semaines à la maison. Un appartement à Irkoutsk, une femme, Anna, une fille, Ksenia, une hypothèque pour 15 ans. Une vie ordinaire avec ses petits bonheurs et ses tout aussi petits problèmes. Le 7 octobre 2014 a tout changé. Anna et Catherine revenaient de chez leurs parents à Oulan-Oud sur l'autoroute M55. Verglas précoce, glace sur la route, voie en sens inverse et camion à essence. En un instant, j'ai perdu ma famille. Après les funérailles, c'était la stupeur. Je ne suis pas retourné à la compagnie pétrolière, je me suis enfermé dans 4 murs et pendant 3 mois, je me suis méthodiquement tué à la vodka. Michael, un vieil ami de la police, m'a sauvé. Il est simplement venu, m'a sorti de force de mon appartement et m'a emmené chez son ami à la direction de la réserve naturelle de Barguzin. Vous avez besoin d'un endroit pour réfléchir, et d'un travail qui vous fera vivre et non pas exister, m'a-t-il alors dit. Essayez que son pas esticitas, essayez. Ça ne peut pas être pire. J'ai accepté un poste d'inspecteur d'État principal, le titre officiel du poste de garde-chasse dans la Russie moderne. Je pensais que ce serait pour 1 mois ou 2, juste pour apaiser mon ami. Mais près de 6 ans ont passé et je suis toujours là. La réserve couvre plus de 366 000 hectares de taïga sauvage. Il y a 3 sections, Barguzinsky, Davchinsky et Sud. J'ai choisi la plus septentrionale, la plus éloignée, le versant oriental de la crête de Barguzin et la côte du Baïkal. L'agglomération la plus proche était le village de Davcha, à 30 km de là. Les premiers mois ont été un cauchemar. Aucune expérience, un hiver rude, le sentiment constant de faire quelque chose de mal. Un garde-chasse doit connaître chaque ruisseau, chaque sentier, reconnaître les traces de n'importe quel animal. Et qu'est-ce que je savais ? Comment distinguer le diesel de l'essence et comment fermer un puits de pétrole en mode d'urgence. Mais la taïga n'est pas pressée. Elle tue ceux qui ne sont pas préparés ou accepte ceux qui peuvent apprendre. Elle a décidé de m'apprendre. Mon travail quotidien consiste à vérifier que le territoire n'enfreint pas le régime des réserves. Je commence mes rondes à des heures différentes et en suivant des itinéraires différents. Parfois, je dois parcourir 20 à 30 km en une journée, passer la nuit dans des cabanes ou en plein air. En été, en bateau le long de la côte, en hiver, à ski ou en motoneige. J'ai toujours sur moi une carabine SKS, une radio, des réserves de nourriture, une boussole, un couteau, des allumettes dans un emballage hermétique, une trousse de premier secours, et une tablette sur laquelle j'enregistre toutes les traces, les rencontres avec les animaux, les changements dans le paysage. Depuis presque 6 ans, j'ai suffisamment expérimenté pour me rendre compte que la taïga ne pardonne pas la frivolité et la confiance en soi. Elle vérifie chaque décision que vous prenez. Et parfois, ces tests s'avèrent très difficiles. Je voudrais vous parler de quelques-uns des tests les plus sérieux. Elles m'ont changé plus que toutes les années précédentes de ma vie réunie. Elles m'ont montré que même dans le coin le plus reculé de la nature sauvage, on peut trouver plus d'humanité, bonne et mauvaise, que dans n'importe quelle ville. Le premier de ces événements s'est produit à l'été 2016, lorsque, après une étrange découverte sur ma poignée de porte, je me suis retrouvé entraîné dans un jeu dont les enjeux dépassaient ma seule vie. Ce que j'ai découvert au plus profond de la taïga protégée n'était pas seulement une infraction à la loi, cela menaçait de détruire tout ce que j'avais commencé à considérer comme mon nouveau foyer. Le mois de juillet 2016 a été exceptionnellement chaud pour la réserve de Barguzin. Le thermomètre de mon cordon dans le tract d'Avché affichait plus 33 degrés Celsius à l'ombre pour le 3e jour consécutif. Le Baïkal était anormalement chaud, comme s'il s'agissait d'un grand lac plutôt que de la mer d'eau douce la plus profonde de la planète. Les animaux se cachaient dans les profondeurs de la taïga, cherchant la fraîcheur près des ruisseaux et à l'ombre des versants nord. Je suis revenu d'un long détour dans l'obscurité. La route était difficile.
28 km à travers la taïga montagneuse, sous une telle chaleur, épuise même une personne préparée. En me dirigeant vers le porche de ma maison, j'ai remarqué, à la faible lumière de la lanterne, quelque chose d'inhabituel sur la porte. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un morceau d'écorce ou d'une feuille apportée par le vent. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une note enroulée autour de la poignée et reliée par un élastique. Il était clairement écrit à la hâte, sur une feuille arrachée à un carnet, « Vérifiez la frontière nord à Cedar Cape, un camp de touristes qui ne figure pas sur vos cartes. Ils me tueront s'ils le découvrent. » Mon premier réflexe est de prévenir mes supérieurs et de demander du soutien. À 2 heures du matin, j'ai contacté le directeur de la réserve. Après m'avoir écouté, il m'a soudain recommandé de ne pas faire d'histoire et de vérifier d'abord l'information. Il y avait une étrange méfiance dans sa voix. « C'est probablement une blague stupide de quelqu'un, Alex Samuel. Quoi qu'il en soit, passons outre les protocoles officiels pour l'instant. Vérifiez et faites-moi un rapport personnel. » Quelque chose dans cette conversation m'a alerté. En 1 an et demi de travail, je n'avais jamais rencontré une telle approche des violations possibles du régime de réserve. D'habitude, toute information sur des touristes sans autorisation provoquait une réaction immédiate. Le matin, j'ai préparé mon sac à dos pour une excursion de 2 jours. L'itinéraire vers le cap Kedrovi était d'environ 15 km sur un terrain difficile et accidenté, montée abrupte, forêt dense de cèdres, zone rocheuse près de la côte. Traceur GPS, jumelles, appareil photo avec un long objectif, provisions, eau, sac de couchage, mousqueton et couteau, l'équipement standard pour une telle excursion. À 5h30, j'étais déjà sur le sentier. J'avançais prudemment, en essayant de ne pas laisser de traces visibles et de ne pas faire de bruit. Si les touristes faisaient vraiment quelque chose d'illégal, l'effet de surprise pourrait être un avantage décisif. À midi, j'ai atteint une élévation située à 2 km de Cedar Cape. Je devais procéder avec la plus grande prudence. En ajustant mes jumelles, j'ai commencé à étudier méthodiquement le terrain. Au début, je n'ai rien remarqué de suspect. Bande côtière, rochers, forêt. Puis, lorsque le soleil s'est légèrement déplacé et que les ombres sont devenues plus courtes, j'ai vu un chemin à peine perceptible menant du rivage à la forêt. Ce n'était pas un animal, c'était trop plat, piétiné par des pieds humains. J'ai décidé d'avancer le long de la crête, en gardant de l'altitude. Cela me permettait de contrôler le chemin et de passer inaperçu. Au bout d'un demi-kilomètre, j'ai remarqué le premier signe de présence humaine, un emballage de barres chocolatées coincé entre les rochers. Il était neuf et n'avait pas eu le temps de se décolorer au soleil. Après un autre kilomètre, le sentier s'est élargi et des traces de pas sont apparues sur le sol. Un quad est passé par là. Les véhicules sont interdits dans la réserve, sauf pour les employés et uniquement sur des itinéraires spéciaux. De quels touristes s'agit-il ? À 14h20, j'ai vu ce que je cherchais. Dans une petite vallée, cachée de tous côtés par une forêt dense et des rochers, il y avait un camp. 5 grandes tentes de style militaire, un hangar ouvert avec du matériel, 2 quads et un générateur. La zone était entourée d'une clôture légère. J'ai pris quelques photos, en essayant de saisir le plus de détails possible. Sous l'auvent, je pouvais voir ce qui ressemblait à du matériel de laboratoire. Un homme se tenait près de l'une des tentes avec un fusil. Il ne ressemblait pas vraiment à un campeur. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une expédition scientifique ou d'un groupe de recherche. Ils ne ressemblaient pas à des explorateurs, ni par leur tenue, ni par leur comportement. J'ai remarqué 3 autres hommes qui se déplaçaient entre les tentes, tous de forte corpulence, tous méfiants. Mais ce qui m'a vraiment alarmé, c'est l'odeur. Même de loin, avec une certaine direction du vent, je pouvais sentir l'odeur chimique des solvants et quelque chose d'autre d'âcre qui n'est pas naturel pour la taïga. Soudain, l'un des hommes a levé la tête et a regardé dans ma direction. Instinctivement, je me suis figé, me serrant contre les rochers. Je ne pense pas qu'il m'ait remarqué, mais quelque chose l'a alerté. Il a fait signe aux autres en pointant du doigt la crête. Immédiatement, ils se sont mis à courir dans tous les sens, emballant et empaquetant. N'attendant pas d'être découvert, je recule prudemment et, par un chemin détourné, je me dirige vers le cordon. Il était important de préserver l'information et de la transmettre à une personne de confiance. De retour chez moi, la première chose que j'ai faite a été de copier les photos sur une clé USB. Quelque chose me disait que je ne devais pas m'attendre à une réaction officielle. Le directeur de la réserve était-il au courant de ce camp ou ne voulait tout simplement pas de problème avec des intrus potentiellement dangereux? Le soir, j'ai appelé Michael, l'ami policier qui m'avait déjà emmené dans la réserve. Ces dernières années, il était devenu chef de la division des stupéfiants au bureau régional.
Si quelqu'un pouvait expliquer la situation sans attirer l'attention, c'était bien lui. J'ai brièvement exposé la situation, en omettant l'étrange réaction du directeur. Michael écoutait en silence, ne posant qu'occasionnellement des questions de clarification. « Tu te rends compte de ce sur quoi tu es tombé, Leka ?» À en juger par la description, il s'agit d'un laboratoire illégal. Il s'agit probablement de synthétiser de la méthamphétamine ou quelque chose de similaire. La réserve naturelle est l'endroit idéal. Personne n'y entre sans permis, il y a peu d'employés, la surface est immense. Après une brève réflexion, il ajoute « Baissez la tête. Je vais envoyer mes hommes là-bas, mais pas sans une demande officielle. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça avant de lancer une opération officielle. Il s'agira d'un voyage de reconnaissance. Nous regarderons, nous enregistrerons, nous déterminerons la composition des participants. En attendant, faites comme si vous n'aviez rien découvert. » J'ai passé les 3 jours suivants dans une attente angoissante. J'ai fait mes visites habituelles, mais je suis resté à l'écart de Cedar Cape. Celui qui avait laissé le mot avait risqué sa vie. À quel point les gens du camp de touristes étaient-ils dangereux? Le soir du 3e jour, Michael a pris contact avec moi. Sa voix est tendue. « Alex, nous avons fait des recherches. Vous aviez raison. Il s'agit d'un laboratoire clandestin de fabrication de drogue. Assez grand, il produit des synthétiques pour toute la région. Mais il y a un problème. Parmi les organisateurs, il y a des gens qui ont une couverture sérieuse. Votre directeur de réserve, Krasner, est aussi dans le coup. Il reçoit une part pour avoir fourni une couverture et aucune inspection dans cette zone. » J'ai senti mon dos se refroidir. Krasner est un scientifique respecté, un directeur avec 20 ans d'expérience, auteur de monographies sur l'écologie du lac Baïkal. Et il couvre des trafiquants de drogue? Et maintenant, ai-je demandé, devinant déjà la réponse, nous préparons une opération. Une opération de grande envergure impliquant la SOBR. Mais nous devons agir avec une extrême prudence, ils ont leurs informateurs. Ne dites rien à personne, pas même à vos collègues Yeager. Le matin, je suis parti faire mon détour habituel par la route du sud, résolument loin de Cedar Cape. Mais dans mon sac à dos se trouvait un talkie-walkie à fréquence spéciale, transmis par Michael M pour les communications d'urgence. Je suis revenu dans l'obscurité. En approchant déjà du cordon, j'ai vu de la lumière aux fenêtres, bien que je me souvienne que je ne l'avais pas laissé allumer. J'ai fait le tour de la maison avec précaution et j'ai regardé par la fenêtre. Krasner était assis à mon bureau et feuilletait mon journal de travail. Un homme inconnu en tenue de camouflage se tenait à côté de moi. Je me suis retiré discrètement dans les bois et j'ai allumé mon talkie-walkie. « Michael, j'ai un problème. Krasner est avec un type chez moi. On dirait qu'il cherche quelque chose. Sortez de là tout de suite. » Il y avait de l'inquiétude dans la voix de son ami. « Va vers l'est, vers la rivière. Il y a une cabane abandonnée à 2 km. Cachez-vous là. Nous accélérons l'opération. L'équipe partira dans 1 heure. » J'enlève mon sac à dos, en retire l'essentiel et le transfère dans un petit sac. J'ai caché le reste dans le creux d'un vieux cèdre. Qui sait si je ne devrais pas revenir pour les récupérer. Il commençait à pleuvoir. C'était une bonne chose, elle effacerait les traces plus rapidement. Je me déplaçais sans lanterne, m'orientant grâce aux trous dans les cimes et au bruit de la rivière. Depuis des années dans la taïga, mes yeux s'étaient habitués à voir dans l'obscurité suffisamment pour ne pas trébucher sur les racines. La maison d'hiver était délabrée, mais le toit était intact, et c'était l'essentiel. Je me suis blotti dans un coin, enveloppé dans un film imperméable. Il n'y avait pas de communication, il ne me restait plus qu'à attendre et à espérer que l'opération soit un succès. Je me suis réveillé au son d'un moteur d'hélicoptère. À en juger par le soleil, il était environ 6 heures du matin. L'hélicoptère a survolé la forêt en direction de Cedar Cape. Quelques minutes plus tard, on a entendu des bruits sourds et lointains, soit des coups de feu, soit l'explosion de grenades assourdissantes. À midi, le calme était revenu. Je me suis aventuré jusqu'à la rivière, où les communications étaient meilleures, et j'ai allumé la radio. « Michael, quelle est la situation ?» La radio a sifflé pendant quelques secondes, puis la voix fatiguée mais satisfaite d'un ami s'est fait entendre. « Tout va bien, Leka. Nous avons tout le groupe. 6 personnes dans le camp et 3 en route. Matériel, produits finis, précurseurs, tout est réglé. Krasnera a également été arrêté alors qu'il tentait de détruire des documents dans son bureau. Je sens la tension des derniers jours se dissiper. Et qui a laissé le mot sur ma porte? Un gars du coin. Il a été forcé de travailler pour un laboratoire de drogue, transportant de la nourriture, des fournitures. On l'a menacé de représailles contre sa famille. Il n'en pouvait plus et a pris le risque d'alerter la réserve dans l'espoir d'obtenir de l'aide. 2 jours plus tard, la vie dans la réserve a commencé à reprendre son cours normal.
un directeur intérimaire a été nommé parmi l'ancien personnel. Pour la première fois, j'ai senti que la taïga était vraiment devenue ma maison, une maison que j'étais prêt à protéger. Mais je ne savais pas que les plus grands défis m'attendaient, et que les véritables secrets de la réserve de Barghouzine sont bien plus profonds que les crimes humains. Février 2018 a marqué l'une des périodes les plus étranges de tout le temps où j'ai travaillé dans la réserve. L'hiver a été neigeux, avec de fortes gelées. Le Baïkal était recouvert d'une glace épaisse de près d'1 mètre. À cette époque, la taïga semble gelée, de nombreux animaux hibernent, les oiseaux s'envolent, et un silence primordial enveloppe tout ce qui l'entoure. Mon itinéraire hivernal habituel longeait la côte, le long de la lisière de la glace. Par temps clair, le Baïkal se transformait en un immense miroir. La glace était si transparente que l'on pouvait voir le fond rocheux à quelques mètres de profondeur dans les crevasses. Au milieu du mois, j'ai remarqué une chose étrange. Tous les matins, sur la route, j'ai trouvé des traces de grands animaux, en nombre inhabituel pour cette période de l'année. Zibelines, cerfs musqués, tous se déplaçaient dans la même direction, vers Aya Bay, une petite baie située dans la partie nord de la réserve. Le 12 février, j'ai décidé de changer d'itinéraire et de suivre ce mouvement inhabituel. Quittant le cordon à 5h30, j'ai parcouru en 4 heures 14 km à travers la taïga enneigée. Dans mon sac à dos, j'avais un thermos avec du thé chaud, des rations sèches, des gants de rechange, un navigateur, une radio et, bien sûr, une carabine. J'ai rarement parcouru de telles distances en hiver sans motoneige, préférant des itinéraires plus courts. En se rapprochant de la baie, les pistes sont devenues de plus en plus nombreuses. À certains endroits, la neige était littéralement recouverte d'empreintes de différents animaux, comme si toute la taïga s'était réunie pour une réunion importante. À 11h20, j'ai atteint un promontoire côtier élevé, d'où j'avais une vue sur toute la baie. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Plusieurs dizaines d'animaux étaient rassemblés à la lisière de la glace, à environ 200 mètres du rivage. Un groupe de bœufs musqués se tenait à l'écart, plus près de la forêt. 4 ou 5 carcajous, qui habituellement évitent activement tout voisinage, étaient assis non loin d'une grande colonie de sable. Même quelques sangliers, une rareté dans la taïga enneigée, ont gelé à la limite de la glace. Mais ce n'est pas le plus étrange. Les animaux n'étaient pas seulement rassemblés, on aurait dit qu'ils observaient quelque chose dans l'eau. Tous restaient immobiles, fixant un point, un petit trou qui ne gelait jamais, même lors des gelées les plus rudes, grâce aux eaux thermales qui en sortaient. Installé derrière un grand cèdre avec des jumelles, je continue mon observation. Les animaux ne montraient aucun signe d'agressivité et ne se chassaient pas les uns les autres. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose. Soudain, vers midi, leur comportement a changé. Les rasubris ont levé la tête, les sables se sont dressés sur leurs pattes arrière, les sangliers ont commencé à s'agiter. C'est alors que je l'ai entendu. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un faible bourdonnement, comme le grondement lointain d'un orage. Mais le ciel était clair, il n'y avait pas de vent. Le son s'est amplifié, pulsant, se transformant parfois en une sorte de chant guttural ou de gémissement. Il venait de partout et de nulle part à la fois. J'ai vécu près du Baïkal pendant 3 ans et j'ai entendu un certain nombre de sons étranges produits par la glace en hiver. Mais là, c'était autre chose. Ces sons étaient des mélodies, des phrases presque significatives dans une langue inconnue. Soudain, mon attention a été attirée par un mouvement près du trou de glace. L'eau qui s'y trouvait commençait à s'agiter, bien qu'il n'y ait absolument aucun vent. Un petit tourbillon s'est formé, comme si quelque chose d'invisible agitait l'eau sombre. Pour être honnête, j'ai eu la chair de poule. Les histoires d'un vieil Ayour Bouriat, avec qui j'avais l'habitude de pêcher parfois, me sont involontairement revenues à l'esprit. Il parlait de Burkan Bahabay, l'esprit maître du Baïkal qui, les jours de fête, sort des profondeurs pour arpenter son domaine. Lorsque Burhan Bahabay est mécontent, il emmène les gens dans les sombres abysses. Lorsqu'il est heureux, il porte chance. Mais il n'apparaît qu'avant les événements importants, se souvient le vieil homme. L'observation a duré environ 1 heure. Le bruit s'est atténué, puis a repris de l'ampleur. Les animaux restaient immobiles, comme envoûtés. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'arrêta. Le tourbillon disparaît, les sons s'éteignent. Les animaux, comme s'ils se réveillaient d'une transe, commencèrent à se disperser, certains dans la forêt, d'autres le long du rivage. Je suis resté assis, incapable de bouger, abasourdi par ce que j'avais vu.
La partie rationnelle de mon esprit cherchait une explication logique, mais je n'avais jamais rencontré un tel phénomène auparavant. Le soir, après avoir regagné le cordon, j'ai appelé Ayuru. Le vieil homme m'écouta sans surprise. C'est Buran qui donne l'alerte. De gros ennuis sont à venir, ou un grand changement. Il réunit ses enfants pour leur montrer le danger. Je n'étais pas enclin au mysticisme, mais ces paroles m'ont fait réfléchir. Et si les anciennes légendes des peuples de la taïga avaient un fondement réel? Et s'ils observaient depuis des siècles des phénomènes naturels que nous, les hommes modernes, n'avons plus la capacité de remarquer? Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai noté toutes les observations inhabituelles, mouvements d'animaux, état de la glace, anomalies météorologiques. Et chaque jour, l'étrange rassemblement aux trous de glace se répétait. Parfois les sons étaient à peine audibles, parfois ils étaient tellement amplifiés qu'il semblait que toute la glace vibrait. Le 4e jour, j'ai emporté un appareil d'enregistrement. Je l'ai installé sur le rivage et je l'ai réglé pour qu'il enregistre automatiquement. Je voulais obtenir une confirmation objective de ce qui se passait. Lorsque j'ai écouté l'enregistrement le soir, j'ai été déçu. Au lieu de sons mystérieux en arrière-plan, je n'entendais que des craquements de glace et un léger bruit de vent. C'était comme si la technologie ne pouvait pas capter ce qui était disponible pour l'oreille vivante. Le 19 février, le phénomène s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Les animaux ont cessé de se rassembler autour du trou de glace, les sons ne se sont pas répétés. La vie dans la réserve est revenue à la normale. J'ai presque oublié cet étrange incident, le considérant comme un phénomène naturel rare. Peut-être que l'acoustique particulière de la baie a créé une résonance avec le craquement de la glace, ou bien les changements de température provoquaient des fluctuations de l'air perçues comme des sons. Mais exactement un mois plus tard, le 19 mars 2018, j'ai appris la nouvelle qui m'a rappelé les paroles d'Ayur sur les gros problèmes. La plus grande catastrophe environnementale depuis une décennie s'était produite au lac Baïkal. Plusieurs tonnes de produits pétroliers s'étaient déversées dans le lac à la suite d'un accident survenu à un oléoduc illégal posé en contournant toutes les réglementations environnementales. Les conséquences ont duré des mois. La zone de pollution se trouvait dans la partie sud du lac Baïkal, à 200 km du site de notre réserve. Mais lorsque j'ai vu les images satellites de la nappe de pétrole qui s'étendait, j'ai eu un frisson. La nappe avait une forme qui rappelait le tourbillon de la banquise que j'avais observé un mois avant la catastrophe. Une coïncidence? Probablement. Mais quelque chose me disait qu'il y avait un lien entre ces événements que la science moderne ne pouvait pas encore expliquer. En été, j'ai rencontré un groupe de géophysiciens venus étudier l'activité sismique dans la zone de la réserve. Je leur ai parlé du phénomène sans mentionner l'aspect mystique, simplement comme des sons inhabituels et des comportements d'animaux. Le chef de l'expédition, un vieux professeur d'Irkoutsk, m'a écouté avec intérêt. Son explication était inattendue mais avait une base scientifique. Il y a des sources thermales sous-marines dans cette région. Elles créent une différence de température de l'eau formant des courants particuliers. Et lorsque des eaux de température et de densité différentes se rencontrent, il se produit des oscillations qui peuvent être transmises à travers la glace. Dans des conditions particulières, lorsque la pression atmosphérique baisse ou change radicalement, ces vibrations sont amplifiées et deviennent audibles. Et les animaux ? Demandai-je. Les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous aux infrasons et aux vibrations du sol. Ils ont peut-être réagi à des précurseurs sismiques qui précèdent les tremblements de terre ou d'autres processus géologiques. De nombreuses catastrophes s'accompagnent d'un comportement animal anormal des jours ou des semaines avant l'événement. Son explication était logique, scientifique, et pourtant une partie de moi continuait à douter. Le comportement des différentes espèces semblait trop volontaire, ces voix étranges trop significatives. Ne sachant pas qui avait raison, la science moderne ou les légendes anciennes, j'ai pris une position intermédiaire. Peut-être que nos ancêtres, dépourvus de connaissances scientifiques, expliquaient simplement les phénomènes naturels différemment de ceux que nous pouvons déchiffrer aujourd'hui à l'aide d'instruments et de théories. Mais peut-être ont-ils remarqué des liens et des régularités que nous, avec toute notre technologie, avons simplement oublié de voir. Depuis, j'écoute plus attentivement la taïga et sa sagesse millénaire. Et lorsque, au cours de l'été 2019, j'ai de nouveau remarqué un rassemblement inhabituel d'animaux près de l'une des baies éloignées, je me suis immédiatement souvenu de Buran Baabay et de ses avertissements. Mais ce que j'ai rencontré ensuite s'est avéré plus effrayant que toutes les légendes et plus inexplicable que toutes les théories scientifiques. Et j'ai dû prendre seul une décision dont dépendait la vie de plusieurs personnes, dont la mienne.
Mai 2019. 4 années se sont écoulées depuis que j'ai franchi pour la première fois le seuil de mon cordon dans la réserve naturelle de Barguzin. Beaucoup de choses ont changé pendant ce temps, à la fois dans la réserve et en moi-même. Après l'histoire du laboratoire de drogue et les phénomènes mystiques au Baïkal, j'ai commencé à percevoir la taïga d'une manière différente. Ce n'était plus seulement un lieu de travail ou un refuge du passé. Elle est devenue ma maison, avec tous ses mystères, ses dangers et ses merveilles. Je n'essaie plus d'expliquer tout ce qui se passe par la logique ou le mysticisme. La vérité, comme d'habitude, se trouve quelque part au milieu. Parfois, je vais à terre et j'écoute les sons du Baïkal. Dans le bruit des vagues, je perçois quelque chose comme des voix, qu'il s'agisse d'un phénomène acoustique ou de messages de Buran Bahabay. Le vieil Ayour dit que j'ai commencé à comprendre le langage de la taïga. Il a peut-être raison. Peut-être que c'est simplement quelque chose que le temps et l'observation attentive enseignent. Chaque jour, je me souviens encore de ma famille. Mais la douleur de la perte ne me paralyse plus. Elle me donne la force de continuer. Anna et Catherine restent avec moi dans mes souvenirs et mes rêves. Et ici, dans la réalité, j'ai maintenant une nouvelle vie et un nouveau but. Être le gardien de cet endroit extraordinaire. Le sentier du garde-chasse est infini, et je suis prêt à le parcourir aussi longtemps qu'il le faudra. C'est la fin de l'histoire du garde-chasse Alexa, un homme qui a trouvé non seulement un nouveau foyer dans la rude taïga, mais aussi lui-même. Son parcours d'un homme perdu dans le chagrin à un gardien expérimenté de terres protégées montre comment la nature guérit les blessures les plus profondes, à condition que nous soyons prêts à écouter sa voix. Qu'en pensez-vous ? La frontière entre science et mysticisme est-elle ténue dans des endroits aussi reculés de la planète que la réserve de Barguzin ? Les hommes modernes peuvent-ils vraiment comprendre les anciennes légendes et croyances des populations locales ? Et surtout, croyez-vous que la nature intacte peut parler à ceux qui sont prêts à l'entendre ? Racontez-nous dans les commentaires votre expérience de rencontre avec l'inexplicable dans la forêt ou la montagne. Peut-être avez-vous votre propre histoire sur la taïga à raconter ? Si vous avez aimé cette histoire, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires à venir sur ceux qui ont choisi une vie loin du bruit de la ville, seuls avec la nature sauvage. Des histoires de personnes pour qui la taïga n'est pas seulement un lieu de travail, mais une véritable vocation. Prenez soin de vous et de la nature qui nous entoure. Rendez-vous dans les prochains numéros.